Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 64 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Louise Amès et je suis photographe et vidéaste basée à Lyon. J'anime ce podcast depuis 2 ans pour vous parler des luttes des travailleuses de la culture et de l'art. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode Actu des luttes dans lequel on va parler du mouvement du 10 septembre. Quelles sont les revendications mises en avant ? Comment participer à notre échelle ? Comment se protéger en manifestation ? Quelles sont les différentes mobilisations des artistes à ce sujet ? Nous allons décrypter tout ça dans cet épisode. On va commencer par parler du mouvement et des revendications, puis on va parler des appels à action et de la résonance et la participation des travailleuses de la culture, ainsi de comment rejoindre le mouvement et se protéger soi là-dedans. Si jamais le podcast vous plaît, je vous invite à le soutenir sur les différentes plateformes et réseaux, ainsi que sur sa page Tipeee. Le moindre like, commentaire, partage soutient énormément le projet et j'en ai bien besoin en ce moment. Alors merci à vous et je vous souhaite une très belle écoute. On va faire un petit point actualité gouvernement. Je vous enregistre et je vous ai écrit d'ailleurs cet épisode le 9 septembre. J'ai essayé de le faire au dernier moment pour pouvoir avoir des actualités assez fraîches. Au moment où je vous parle, hier nous avons pu assister à la chute du gouvernement Bayrou après sa défaite pour le vote de confiance de son budget. Il a donc dû, aujourd'hui, le 9, présenter sa démission au président de la République. D'ailleurs, Matignon a annoncé qu'ils allaient nous présenter notre nouveau Premier ministre aujourd'hui, apparemment, ce qui est assez exceptionnel parce que normalement, ça prend plusieurs jours, voire semaines avant de présenter. Donc on voit qu'il y a un sentiment d'urgence de leur part aussi. D'ailleurs, le fait de faire un vote de confiance et de le faire le 8 septembre est bien choisi pour tenter de calmer le mouvement du 10 septembre qui est annoncé depuis plusieurs mois et dont une des premières revendications c'était de dire non au budget Bayrou. Donc voilà, le but est clair, c'est de calmer le mouvement du 10 septembre, mais ça ne suffira pas et on le voit bien à faire taire la colère du pays. En effet, les différentes solutions qui s'offrent maintenant ne sont pas très reluisantes. Soit laisser Macron choisir un nouveau Premier ministre, c'est ce qui a l'air de se passer toujours du même camp politique, pour ensuite choisir les mêmes ministres dans son gouvernement que l'on voit défiler depuis le début des mandats de Macron, qui continueront à faire la même politique austéritaire, autoritaire et répressive. Les autres choses qui s'offrent à nous, sinon, ce serait par exemple de laisser Macron dissoudre l'Assemblée, pour la plus grande joie du Rassemblement national qui en sortira très sûrement gagnant de ces élections, ou alors voir Macron démissionner, ce qui laisserait place aussi à des élections mais présidentielles cette fois, qui seront également très incertaines. Ah oui, il y a aussi la possibilité que Macron prenne les pleins pouvoirs, ce qui est autorisé dans notre constitution, donc c'est un plaisir. Le pays rêve d'un nouveau monde et quoi qu'il se passe, il est à réinventer. Notre démocratie est à réinventer, notre république aussi, notre constitution. On a pu voir à quel point elles étaient faites pour assurer le président et le gouvernement de faire passer des lois sans réelle discussion à coup de 49.3, comme elles étaient faites pour taire les revendications du peuple. On sait que le peuple était majoritairement contre la réforme des retraites, on sait que le peuple était majoritairement contre la loi du plomb et pourtant elles sont passées. On ne peut plus continuer ainsi, indignons-nous, bloquons tout. En tout cas, c'est ce que disent et revendiquent les militantes du 10 septembre qui rêvent de redistribution des richesses, de sécurité sociale et d'une nouvelle constitution qui assurera un pouvoir bien plus démocratique et décentralisé. Alors, qui compose ce mouvement et quelles sont leurs revendications ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je ne vais pas vous décrire en détail la naissance du mouvement, sa sociologie, son historique. Il y a des gens qui le feront bien mieux que moi, donc je vous mets des vidéos et articles en description pour la ressource. Mais pour faire simple, on peut dire qu'il est né sur les réseaux sociaux, un peu avant l'annonce du budget de Bayrou. C'est parti de groupes Telegram et de TikTok, ça a vite pris de l'ampleur. Très vite, on a pu y voir des revendications par rapport à ce budget-là et au fait que les gens étaient contre. Son budget proposait par exemple de supprimer 2 jours fériés et notamment le 8 mai qui célèbre quand même la fin de la Seconde Guerre mondiale et du coup la fin du régime nazi. En ce moment, c'est important de se rappeler cette partie de l'histoire, donc voilà. D'ailleurs, la proposition tournait autour de supprimer ces jours fériés sans revalorisation de salaire du tout, hein. Donc c'est travailler plus pour gagner moins, pour le coup.
Dans ce budget, il y avait aussi la mise en place d'une année blanche avec ce système en 2026, tout ou une partie des dépenses publiques serait plafonnée à leur niveau de 2025 sans prise en compte de l'inflation qui conduirait mécaniquement à des économies. D'après Libération, ça veut dire que les personnes qui touchent une pension de retraite ou des aides de l'État verraient leur pouvoir d'achat baisser l'année prochaine vu que leur budget restera le même alors que les prix continuent d'être en hausse. Il y a aussi des phrases assez dingues qu'a pu dire Bayrou pendant ses propositions. C'était par exemple, je cite, « Nous devons responsabiliser les patients pour que le coût de la santé soit plus concret pour nos concitoyens ». Fin de la citation, comme si les patients n'étaient pas au courant et comme si être malade était un choix. Le Premier ministre a demandé que les dépenses de santé en fait soient freinées de l'ordre de 5 milliards d'euros en demandant un effort de responsabilisation, je cite, des Français qui devront payer une franchise plus élevée pour leurs dépenses de médicaments. Il a aussi annoncé vouloir allonger la durée des jours de carence de 3 à 6 jours, donc les doubler. Il voulait s'attaquer aussi aux affections de longue durée, donc c'est en gros les congés maladie de longue durée, quoi. En renforçant la surveillance et en facilitant les sorties d'ALD pour les personnes en rémission ou en voie de guérison. Là, on parle de personnes qui, par exemple, ont un cancer ou des maladies graves. François Bayrou voulait aussi réformer l'aide médicale d'État, l'AME, en préparant 2 décrets qui excluent tout accès aux soins de dizaines de milliers de personnes étrangères en situation irrégulière. Il voulait en gros modifier les conditions d'accès et réduire les soins qui sont pris en charge. Et je tiens à insister sur le fait que c'est une aide importante, nécessaire et indispensable pour ces gens-là. Enfin voilà, je pourrais vous en parler longtemps. Et ce n'est qu'un petit extrait de toutes les mesures d'austérité que présentait ce budget 2026, qui demandait encore plus d'efforts aux plus précaires, au profit des grandes entreprises, en cassant nos services publics et en permettant à l'État de sauvegarder 43,5 milliards d'euros pour faire des économies, apparemment pour réduire la dette, c'est ce qu'on nous dit, mais on sait très bien où vont ces sous en ce moment en France. Ces sous, et c'est important de le dire, sont utilisés dans le réarmement et dans la guerre. Je reviens donc au mouvement du 10 septembre. L'une des premières revendications de ce mouvement était de faire du coup tomber le gouvernement Bayrou et son budget d'austérité. Et on peut dire que c'est une victoire car avant même le lancement du mouvement, il y a déjà eu ces 2 victoires de fait. On peut dire que c'est un mouvement populaire et décentralisé qui a été lancé de façon indépendante, un peu à l'instar des Gilets jaunes, même s'il y a des différences avec ce dernier. Le mouvement des Gilets jaunes avait marqué l'histoire, on peut le dire, par la surprise qu'il avait provoqué, le nombre d'actions engendrées, le nombre de personnes qui s'étaient mobilisées en un temps record. Le mouvement du 10 septembre, lui, est annoncé depuis plusieurs semaines et est structuré autrement. Avant même le départ du mouvement, il y a déjà des assemblées générales qui sont structurées pour mettre en place différentes actions, des revendications, avant même donc son commencement. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a une façon de faire meilleure que l'autre, mais juste de montrer que voilà, il y a quand même des différences dans ces 2 mouvements et qu'ils ne se construisent pas de la même façon. On est quand même dans une période différente qu'avant le Covid et dans un contexte politique différent aussi. Autre chose, c'est que les soutiens des syndicats et partis de gauche ne sont pas les mêmes. Par exemple, sur les Gilets jaunes, eux n'avaient pas reçu de soutien pendant un certain temps. Une des explications, c'est qu'ils étaient en partie catégorisés comme un mouvement d'extrême droite. Et le fait que les syndicats et les partis n'aient pas suivi ce mouvement, par exemple, avait d'ailleurs créé le dégoût et la méfiance auprès de ces syndicats-là de la part des militants et militantes Gilets jaunes dans les manifs. Le mouvement du 10 septembre, par exemple, est déjà soutenu par différentes structures, donc c'est des choses qui ont changé. Par exemple, dans les grosses têtes que l'on peut voir, il y a de nombreux syndicats qui ont appelé à rejoindre ce mouvement. Il y a aussi LFI, le NPA et le PCF, et puis d'autres partis aussi qui ont annoncé leur soutien au mouvement. Ça a soulevé d'ailleurs de nombreux débats, parce que il y a des gens qui disent que c'est de la récupération politique, il y a des gens qui disent que ces partis et syndicats auraient dû soutenir depuis longtemps. Il y a des gens aussi qui pensent que ces partis et syndicats sont hyper légitimes parce qu'ils se battent sur les mêmes revendications depuis longtemps.
Voilà, il y a plein de voix qui se soulèvent, et c'est ce qui est intéressant. Ça a donc créé de nombreux débats, mais je pense que l'important, c'est de rappeler que ce mouvement, déjà, reste autonome, mais qu'il défend une vision de la société qui converge sur pas mal de luttes avec les structures qu'on a énoncées. Je vois que certaines personnes, par exemple, disent que c'est un mouvement apartisan et qui doit rester ainsi. D'autres personnes disent que ce mouvement est construit et forgé par des organisations syndicales et des partis. Je pense que la vérité est plus nuancée. Je pense que ce mouvement regroupe autant des personnes complètement autonomes que des personnes militantes dans des organisations, et que ce mouvement représente donc une large partie de la population et qu'il tend à être unitaire malgré ses différents points de vue, malgré les différentes personnes qui le forgent, et c'est ça qui en fait sa force. En tout cas, le mouvement a grossi depuis, il a pris de l'ampleur et s'est aujourd'hui structuré en AG dans plein de localités, donc en assemblée générale. Ces assemblées générales sont constituées de personnes de plein d'horizons différents, des personnes qui n'étaient pas militantes avant et qui s'informent grâce à ce mouvement et qui se mettent dans la lutte grâce à ce mouvement, des personnes militantes de longue date, donc des personnes autonomes, des personnes organisées, des personnes anciens et anciennes gilets jaunes, toutes catégories d'âge, de classe sociale confondues. C'est ce qui est intéressant dans ce mouvement aussi, c'est de faire la convergence des luttes et de s'apporter du soutien et de la solidarité entre les différents secteurs. C'est pas tous les jours qu'on peut s'organiser et manifester en lien avec des travailleuses du bâtiment, de la santé, de l'éducation, du milieu ouvrier, de la culture. Et pourtant, c'est essentiel. Ce mouvement se structure donc par des AG, mais reste autonome. Ça veut dire qu'il y a aussi des groupes en dehors de ces AG qui pourront partir, créer des actions de leur côté si elles le veulent. Il y en a déjà qui ont annoncé ça. Il y aura plein de surprises en fait pour cette journée. Et les principales actions appelées sont donc la grève, l'arrêt de la consommation, les manifestations, les blocages de routes, de centres de consommation, d'institutions politiques, etc., etc. Mais ça, je vous en reparle juste après les revendications. On va passer donc à ces revendications. Quelles sont les revendications principales du mouvement ? Là, je vais vous parler au niveau national, parce qu'il faut savoir que, vu que justement on a des AG par localité, et que c'est un mouvement, je ne sais pas si on peut dire nébuleux, mais c'est des mots comme ça, il y a des revendications un petit peu qui regroupent tout le monde et qui sont nationales et qui sont officielles à ce mouvement. Et puis il y a des revendications par localité qui sont tout aussi officielles, mais qui peuvent être différentes d'une ville à l'autre. En tout cas, au niveau national, ce qui revient le plus, c'était donc le retrait du budget Bayrou et de tout autre budget d'austérité et la fin du gouvernement Bayrou. Donc ça, on peut dire que c'est fait. La fin de la Ve République et la convocation d'une assemblée constituante pour créer une Sixième République, ou autre chose d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé de recréer une république. En tout cas, une assemblée constituante, je vous donne la petite définition Wikipédia, comme ça c'est clair, c'est souvent abrégé en constituante, aussi appelée convention constitutionnelle. C'est une institution collégiale avec pour la tâche la rédaction ou l'adoption d'une constitution, c'est-à-dire le texte fondamental d'organisation des pouvoirs publics d'un État. Je sais pas si vous avez entendu RIC pas mal de fois aussi dans les revendications. Moi, je comprenais pas ce que c'était. J'avais pas capté que en fait, c'était tout simple, c'était les référendums d'initiative citoyenne. Voilà, mais des fois, il y a des abréviations. Surtout à gauche, vous aimez trop parler par abréviation, moi je suis pas. Donc voilà, si jamais si vous avez entendu parler des RIC, c'est donc bien référendum d'initiative citoyenne et la petite définition Wikipédia. Le processus proposé est un dispositif de démocratie directe qui permet à des citoyens réunissant un nombre de signatures fixé par la loi de saisir la population par référendum sans que soit nécessaire l'accord du Parlement ou du président de la République. Autre revendication, l'arrêt de la mobilisation du budget de l'État au profit du réarmement et de la guerre. Et ça, c'est très important en cette période. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez par exemple plein de drapeaux Palestine dans ces mouvements et qu'il y a plein de gens qui questionnent le rapport entre les deux. Et bien le rapport, c'est que la France continue à vendre des armes à l'international. C'est d'ailleurs un des business les plus florissants dans notre pays. Il continue donc à soutenir des génocides, des guerres, et la France en ce moment se réarme énormément et met beaucoup de budget par exemple dans l'armée, dans la police. Et c'est là où on voit quels sont les désirs de nos gouvernements actuels. Et donc ce mouvement se bat aussi contre ça, tout a un sens.
Autre revendication, le réinvestissement massif dans les services publics et la sécurité sociale, notamment dans la santé et l'éducation, l'arrêt des suppressions de postes, des fonctionnaires, etc. La revalorisation des salaires et des retraites, le retour à la retraite à 60 ans, et le fait aussi de travailler moins sans perte de salaire, évidemment. Il y a l'indexation aussi des minima sociaux sur le coût réel de la vie. C'est les revendications principales que j'ai pu voir passer, mais il y en a d'autres, évidemment. Encore une fois, ce ne sont pas des listes exhaustives, j'essaye de vous résumer un petit peu au mieux ce que je vois, mais c'est à prendre avec des pincettes, car il y a d'autres choses qui, ça se trouve, seront aussi très importantes pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire sur les sites, à aller vous informer aussi de votre côté. Ensuite, vu que je suis lyonnaise désormais, je me suis dit que j'allais vous parler des revendications de Lyon pour vous donner un petit exemple des différences qu'il peut y avoir entre les différentes localités, ou en tout cas le fait que certaines villes appuient sur des points, d'autres sur d'autres, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup on réfléchit tous ensemble à ce qui est pour nous essentiel. Dans les revendications lyonnaises, il y a par exemple l'arrêt des soutiens au génocide en cours, Palestine, Congo, Soudan, etc. Et pour faire ça, du coup, arrêter de vendre des armes, arrêter des accords commerciaux, couper les transactions commerciales avec les pays qui sont responsables des génocides jusqu'à ce que cela s'arrête, envoyer des aides aux pays qui sont victimes des génocides, prendre des décisions politiques courageuses, etc. Par exemple, si je ne me trompe pas, c'était les dockers marseillais et espagnols qui ont fait des grèves et des actions de blocage de cargaison qui transportaient des armes à Israël, donc c'est quand même des luttes qui peuvent être vachement émouvantes, vachement belles et vachement impactantes. Voilà, moi je trouve que c'était trop beau à voir. Autre revendication, du coup, réduction du temps de travail sans réduction du salaire, réduction des aides publiques aux grandes entreprises, taxation des hauts revenus et patrimoines, lutte contre l'évasion et les niches fiscales, garantie de la pluralité des médias et de leur indépendance, mise en place d'une sécurité sociale et de l'alimentation, protection réelle des personnes en situation de handicap et des maladies chroniques, lutte contre les violences policières, garantie effective du droit au logement, lutte contre le racisme et l'islamophobie d'État, protection des biens communs de la biodiversité, donc retrait de la loi du plomb, arrêt des chantiers comme l'A69, le Lyon-Turin, etc. Réinvestissement et arrêt des coupes budgétaires de la culture. Encore une fois, tout ça, c'est très long. Par exemple, vous avez le site d'Indignons-nous. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus, mais le mouvement du 10 septembre s'appelle de différentes façons. Mais on appelle ça communément le mouvement du 10 septembre, ou Bloquons tout, ou Indignons-nous. Donc, vous avez différents sites. Mais par exemple, sur le site d'Indignons-nous, vous pouvez aussi retrouver les cahiers de doléances. Je vous lis la présentation qu'ils en font parce qu'ils expliquent très bien eux-mêmes à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Et du coup, ces cahiers de doléances peuvent être aussi assez intéressants à lire pour mieux comprendre les revendications de ce mouvement, et je vous les mettrai en description également. Donc voici la petite présentation qu'ils font de ces cahiers de doléances. Je vous cite du coup. En 2019, face à la révolte des Gilets jaunes, Emmanuel Macron organisait la plus grande consultation populaire depuis la Révolution française. La mise à disposition de cahiers de doléances dans les mairies et en version numérique, ainsi que l'organisation d'un grand débat national en échange du retour au calme. Si cette démarche, promesse illusoire d'un semblant de démocratie, a certes permis de recueillir des revendications, attentes, espoirs et parfois même désespoir de millions de citoyens, elle a surtout servi à réduire à l'état de braise la mobilisation historique des Gilets jaunes. Ces cahiers ont ensuite disparu des radars, privant une nouvelle fois le peuple de sa voix. Ce vol démocratique est lui aussi historique. Aujourd'hui, ces cahiers ont été récupérés et numérisés, mais il y a fort à craindre que le gouvernement tente de les discréditer. Alors nous avons créé les nôtres, les cahiers de doléances 2025. Les contributions recueillies ici reflètent la colère, les aspirations et les propositions de toutes celles et ceux qui refusent de se taire. Nous t'invitons à consulter, partager et utiliser ces résultats pour alimenter les débats, les actions et les mobilisations à venir. Tu peux aussi poursuivre la démarche localement en organisant des auditions citoyennes, en déposant un cahier dans ton commerce de proximité, en nous transmettant tes contributions. Les braises sont là, à nous de les rallumer. À partir du 10 septembre 2025, on bloque tout. Fin de citation. Voilà, les cahiers de doléances, c'était quelque chose qui est beaucoup revenu dans les différentes AG. Et c'était un point, je trouve, important à vous mentionner.
On va donc passer aux principaux appels à action de ce mouvement. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive, alors n'hésitez pas à vous laisser aller à votre imagination et nous proposer des choses aussi en commentaire. Premièrement, ne rien consommer du tout si possible, et si c'est le cas, au moins ne rien consommer chez les grandes enseignes, consommer uniquement dans des petits commerces locaux et tout payer en cash plutôt qu'en carte bleue. Pourquoi ça ? Parce que les banques, à chaque paiement bancaire, prennent une commission et du coup s'enrichissent. Le but, c'est de retirer des sous une fois et consommer seulement avec ça. C'est encore une fois une action pour déconsommer, on va dire, chez les grandes enseignes, chez les grosses banques, etc. Deuxièmement, boycotter les GAFAM, donc les réseaux sociaux et grandes entreprises du numérique. On parle là de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et bien d'autres. Si jamais vous utilisez finalement quand même les réseaux cette journée-là, le but c'est de le faire pour passer des infos et visibiliser la lutte. Donc voilà, utilisons nos temps d'écran à bon escient. Numéro 4, évidemment, j'aurais même dû le mettre en numéro 1, mais bon, je le lis dans ce sens-là, faire grève. Voilà, je reviendrai sur le droit de grève juste après, mais faire grève, évidemment, en premier lieu, c'est ça. Cinquièmement, aller manifester, participer au blocage et différentes actions proposées par ta ville. Voilà, ça c'est les 2 principaux appels à action quand même. Ensuite, donner de l'argent aux caisses de grève et aux caisses de solidarité. Donc les caisses de grève, par exemple, ça permet aux travailleuses les plus précaires de pouvoir faire grève et d'avoir une petite aide solidaire par la communauté. Et il y a aussi des caisses qui sont faites, par exemple à Lyon, ça s'appelle la caisse de solidarité, mais ça peut prendre différents noms. C'est des caisses qui permettent de financer aussi les frais de justice des personnes qui ne peuvent pas payer suite à leur arrestation sur les blocages et manifestations. On ne peut généralement pas rembourser tout le monde, évidemment, mais c'est un petit coup de pouce pour des camarades qui s'exposent le plus au danger pour la bonne cause. Et donc les caisses de grève aussi, hein, parce que faire grève, ce n'est pas accessible à tout le monde et surtout pas aux personnes les plus précaires. Enfin, perdre une journée de salaire, ça ne représente pas la même chose pour tout le monde. Il y a ensuite s'informer sur les luttes en cours, s'organiser et faire collectif, rejoindre les groupes Telegram, les AG, les groupes d'organisation du mouvement. Il y a aussi plein de façons différentes de participer au 10 septembre sur place, avec plusieurs échelles de risque. Il y a des actions qui vous mettront honnêtement en danger physique et judiciaire. C'est à prendre en compte dans votre réflexion. Et si vous n'êtes pas capable, quelle que soit la raison de le faire, vous pouvez aussi choisir des actions qui sont moins risquées, comme aller au rassemblement et aux manifs, qui sont certains déclarés, certains pas, et dans tous les cas, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Ou rejoindre les boucles Telegram pour participer aux cantines solidaires ce jour-là, tracter dans des lieux qui sont moins mobilisés, proposer de la garde d'enfants aussi, ça se fait beaucoup, pour des gens qui partent en action. Il y a plein de façons de se mobiliser et elles sont toutes légitimes et importantes. Donc voilà, rappelons-le nous. Il y a des gens aussi qui restent en basse arrière juridique, on appelle. Donc c'est des gens qui vont s'assurer que tous les militants de leur entourage vont bien, que s'il y a des arrestations, ils vont avoir accès à des numéros d'avocats, qu'ils connaissent leurs droits, etc. C'est voilà, des gens qui restent en arrière pour s'assurer du bien-être des autres. Il y a plein de façons de se mobiliser et il y a de la place et des façons de faire pour tout le monde. Ça, c'était le résumé du mouvement du 10 septembre. Et là, je vais faire dans cette partie 2 un focus sur le secteur artistique et culturel pour voir ce qui se passe chez les travailleuses de l'art le 10 septembre. On va donc en revenir au sujet de ce podcast qui sont les métiers de l'art et de la culture et je vais vous parler des appels à mobilisation de ce secteur. Je ne sais pas si vous avez vu passer, d'ailleurs, ça va être le petit instant je rage, le post Instagram qui date du 2 septembre de Cerveau non disponible, appelé Pour une culture du blocage, bloquons la culture, mais il m'a un peu énervée. Ils y disent, en parlant de la structure du mouvement du 10, je cite, « Une chose saute déjà aux yeux, le monde de la culture est quasiment absent des discussions. » Je trouvais ça assez dingue de dire ça, alors même que de nombreuses travailleuses de la culture étaient déjà présentes à des AG avant même ce poste, que Culture en lutte et les syndicats de la culture avaient déjà appelé à rejoindre ce mouvement. J'ai l'impression qu'on a souvent cette vision de la culture hyper bourgeoise et institutionnelle, vous savez, parce que les artistes qu'on voit à la télé, au Festival de Cannes, aux Victoires de la musique,
au festival Lumière, etc. C'est ça, c'est des bourgeois. Alors que l'écrasante majorité des travailleuses, c'est des gens qui se battent pour des clopinettes, qui n'ont aucun droit du travail, qui font des horaires pas possibles, et beaucoup d'entre eux vont pourtant en manif. Alors oui, il y a aussi des gens bien installés et qui se bougent pas, il y a aussi des gens qui se mobilisent pas, et cette institution bourgeoise, elle existe aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas résumer les travailleuses de l'art à ça, et d'ailleurs c'est le cas dans tous les secteurs, qu'il y ait des gens qui se bougent et d'autres qui se bougent pas. Donc ce genre de post de sermon fait par un des plus gros comptes Instagram de gauche, je comprends pas. Je trouve que ça invisibilise encore plus nos luttes, qui sont déjà très peu relayées dans les programmes de nos partis, dans les médias de gauche. Ça dessert juste la cause. On n'a pas attendu que vous nous sermonniez pour s'engager, en fait, merci bien. Laissez-nous essayer de mobiliser les travailleuses de nos secteurs en nous encourageant et en médiatisant nos luttes plutôt qu'en nous affichant publiquement ainsi avec de fausses informations. Par exemple, je voulais vous partager un post critique mais que j'ai trouvé beaucoup plus pertinent. C'est celui d'Anthony G-Boy, j'espère que je dis bien son nom, qui est DJ et qui s'adresse aux travailleuses de son secteur en disant, je cite dans un post aussi que je vous mettrai en description d'ailleurs, bonjour les artistes, on évolue dans la techno, la house, la basse musique, le hip-hop, que des scènes d'essence contestataires, et pourtant, en 2025, lorsqu'il s'agit d'accompagner les luttes, il n'y a personne. Fin de citation. Je vous passe, ensuite il rappelle la naissance de toutes ces musiques et leur historique, et il dit ensuite plus loin, je cite, aussi pour les plus capitalistes d'entre nous, car notre milieu n'est pas étranger aux logiques du libre marché et de la rentabilité, rappelons que ces promoteurs, clubs, festivals tirent la langue depuis au moins le début du Covid. Et sans entrer dans des débats qui touchent la musique et la consommation, soutenir les luttes sociales pour les droits des travailleurs, des étudiants, pour la dignité contre les politiques de casse sociale au profit de l'accaparement des richesses par une poignée de personnes, c'est répondre aux problèmes du pouvoir d'achat des gens qui n'ont même plus le moyen de s'offrir nos espaces. Soyons à la hauteur du mouvement et de notre héritage. Fin de citation. Je trouve ça beaucoup plus pertinent parce que là, en fait, il s'adresse aux gens qui sont autour de lui plutôt que donner des leçons à un secteur qu'il ne connaît pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait tous faire, essayer de mobiliser les gens qui sont autour de nous, essayer de comprendre pourquoi ils ne le font pas aussi, mais essayer de sensibiliser en tout cas les gens qui sont autour de nous à ça, parce que c'est vrai, il y a plein d'artistes qui se bougent pas. J'ai vu passer pas mal d'ailleurs de posts d'artistes et d'artisans, artisanes qui en parlent, et je trouve ça très important aussi de le faire, et je trouve ça très bien. J'ai vu donc passer plein de posts et d'articles à propos du 10 septembre. Par exemple, il y avait des posts, vous savez, où on résumait tout ce que je viens de vous dire, des actions qui vont être mises en place, etc. Donc il y a Atelier Varicelle qui l'a fait, par exemple. J'ai vu plein d'illustrateuristes faire des illus autour de ça. Il y a eu des appels à affiches, je vous en parle juste après. Mais il y a aussi Trotti, Popoche et plein d'autres illustrateuristes qui s'y sont mis et mises. Franchement, ce serait trop dur de tous les citer. Je suis désolée, je fais avec les références qui me passent par la tête et ce que j'ai vu aujourd'hui, tout simplement. Donc, je vous invite à nous envoyer en commentaire tous les posts d'artistes engagés que vous voulez nous faire découvrir. Enfin, moi, je trouve ça trop bien, justement, de rétablir une nouvelle communauté, essayer de mettre en avant des artistes qui s'engagent, parce que c'est pas facile de s'engager. Et je pense que c'est chouette de mettre ces profils en avant et de les soutenir. J'ai vu aussi des influenceuses, on peut dire, de la culture engagée, comme Mathis Grosso qui tient un podcast sur le théâtre, qui en a beaucoup parlé sur ses réseaux. Il y a des lieux aussi, comme par exemple le Café Rosa à Lyon, qui soutient le mouvement et ferme ses portes à l'occasion du 10. C'est le cas d'autres lieux aussi, mais voilà. Encore une fois, la liste est longue, j'essaye de faire rapide. Au niveau des appels, alors déjà il y a le mouvement Culture en lutte que je vous ai présenté vraiment plein de fois sur ce podcast, qui a appelé à une assemblée générale parisienne des travailleuses de la culture pour la rentrée le 8 septembre afin de préparer le 10, et qui a évidemment appelé à rejoindre le mouvement. Il y a les collectifs Forme des luttes et Culture en lutte, ainsi que les syndicats du SNAP CGT et du STAA, CNT, SO, en gros les syndicats des artistes autoristes, qui ont fait un appel à images et un appel à affiches à images pour illustrer le 10 septembre. Je vous lis leur petit texte, ce sera plus parlant.
Je cite « Graphistes, artistes, illustratrices, contribuons par nos images à faire grandir cet élan qui veut mettre un coup d'arrêt aux politiques néolibérales et capitalistes qui détruisent nos droits, saccagent la planète, enrichissent les riches et qui font le nid de l'extrême droite, ainsi que des politiques dont Macron et sa clique sont l'incarnation ultime et caricaturale. Dessinons un autre horizon, de solidarité, de partage et d'égalité. Exprimons nos indignations, nos espoirs, nos idéaux en images pour donner forme aux luttes, pour rendre visible partout ce mouvement et ses aspirations. » Fin de citation. Je vous mettrai du coup en description cet appel si vous voulez participer. Au niveau syndical, il y a un appel intersyndical qui a été signé par les confédérations ainsi que les syndicats. Donc ça a été signé par la CGT Spectacle, Sud Culture, la FSU Culture. FSU, si vous ne connaissez pas, c'est Fédération Syndicale Unitaire. Ça a été signé aussi par la CNT Culture et ça a aussi été signé par les syndicats qui sont représentés par certaines de ces confédérations citées pour rejoindre le mouvement du 10 septembre. Je vous lis un extrait du communiqué du coup de l'intersyndicale qui a appelé à rejoindre le mouvement et qui a posé d'ailleurs, l'intersyndicale a posé plusieurs préavis de grève, dont certains qui durent jusqu'en octobre. Depuis des mois, nous sommes mobilisés face à la situation sociale dramatique imposée à l'ensemble des travailleuses du secteur culturel. L'austérité, à l'œuvre depuis de nombreuses années, ne cesse de s'aggraver et crée son lot de souffrances dans nos milieux professionnels. Fin de citation. Je trouve ça intéressant de parler de souffrances, qu'on se rappelle un petit peu que ça nous touche dans nos chairs, dans nos corps, dans nos âmes, ce capitalisme-là. Que c'est très matériel en fait. Il parle ensuite du budget Bayrou, de la colère des Français, du fait que Macron répond aux logiques du patronat. Ils font une liste et des constats de ce qui se passe en ce moment en France et dans le monde. Donc bref, je passe un peu vite pour avancer. Ils appellent à rejoindre l'appel du 18 septembre de l'intersyndicale. Donc ça c'est l'intersyndicale, pas de la culture mais des syndicats, tous secteurs confondus quoi, qui a appelé aussi une autre... journée de mobilisation le 18 septembre, ils finissent par dire, je cite, « Il est urgent de faire front commun, c'est pourquoi l'ensemble de nos organisations syndicales appellent les professions des secteurs culturels et artistiques à rejoindre les heures de formation syndicale, les assemblées générales pour construire les grèves partout où cela sera possible et les actions à partir du 10 septembre 2025. Cette date n'est qu'un début. » Fin de citation. Il y a aussi le STJV, le syndicat des travailleuses des jeux vidéo qui appelle à rejoindre le mouvement. Pareil, je vous lis un extrait de leur communiqué qui parle de leur secteur là spécifiquement. J'ai pris cet extrait-là parce que je le trouvais aussi intéressant. Donc je cite, « Notre secteur n'est pas isolé du reste de l'économie. Nous sommes nous aussi des prolétaires et nous contribuons à une économie qui nous reverse chaque année un peu moins de la valeur que nous créons. Les travailleuses du jeu vidéo se sont massivement mobilisées cette année lors de la grève générale du jeu vidéo, lors de laquelle nous décrivions déjà comment notre industrie est conduite à la ruine par des directions plus intéressées par les profits à court terme et à tout prix que par la santé des travailleuses et la juste répartition des richesses créées. En guise de remerciement pour leur effort, les travailleuses sont licenciées. Nous avons également dû accompagner des camarades au studio Dontnod face à un plan social inédit dans l'industrie vidéoludique française. Dans d'autres entreprises, le dialogue social se résume à un monologue glacial, comme par exemple à Virtuos, où le conflit est ouvert dans une entreprise qui rencontre de grands succès, mais s'arroge le droit de licencier. Quant aux aides aux entreprises, le secteur n'est pas en reste, puisque non content de se servir au pot magique du crédit d'impôt recherche, CIR, le jeu vidéo a son propre dispositif, le crédit d'impôt jeu vidéo, CIJV. Ce dernier était d'ailleurs à peu près tout ce que les patrons de l'industrie avaient aux lèvres lors de leurs auditions à l'Assemblée nationale en mars dernier. Fin de citation, là je vais un petit peu plus loin, je reprends. À ce titre, le STJV appelle non seulement à se joindre aux journées de mobilisation, dont les dates du 10 septembre, nées de l'initiative citoyenne à laquelle nous nous joignons avec enthousiasme, ainsi que le 18 septembre prévu par l'intersyndicale, mais aussi aux actions multiples qui vont avoir lieu entre-temps et après. Le syndicat des travailleuses du jeu vidéo appelle à la grève dans le jeu vidéo du 10 au 18 septembre. Malheureusement, je suis allée sur les sites de certains syndicats d'entreprises du milieu culturel qui n'ont pas appelé. En tout cas, je n'ai pas vu d'appel à rejoindre le mouvement du 10 septembre. On n'est pas surpris, mais ça m'a
personnellement un petit peu déçue parce que y avait certains syndicats qui étaient quand même dans Culture en lutte et qui là ne se joignent pas à ce mouvement qui pour moi est une continuité de ce pourquoi on se bat, qui pour moi est en la logique en fait anticapitaliste et qui va dans le sens d'une culture accessible à tous et d'une plus juste répartition des salaires, etc. aussi dans le milieu culturel. Et donc on n'est pas surpris, encore une fois, mais voilà, un peu... N'hésitez pas à me contredire si jamais j'ai faux, si jamais vous avez vu des syndicats d'entreprises culturelles qui ont appelé à rejoindre le 10, mais voilà, je n'en ai pas vu. Donc n'hésitez pas à ajouter aussi d'autres prises de parole de syndicats que vous avez vu et que je n'ai pas cité. Alors bien sûr, vous avez tous les SPIAC, les SFA, etc. Qui sont confédérés à la CGT. Mais je me suis dit que j'allais prendre les principaux parce que dans tous les cas, ça va ensemble d'après moi. Mais si vous trouvez que c'est important et qu'il faut rajouter tout ça, rajoutez, n'hésitez pas. Le but, c'est qu'on puisse avoir un maximum de ressources dans tous les cas. Je voulais aussi vous parler du front électronique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est, mais le front électronique, c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui s'est formé lors des législatives de l'année dernière et qui réunit plus de 200 artistes, labels, médias, promoteurs, vidéastes, etc. de la scène électronique et indépendante en France, qui se sont unis spontanément pour s'organiser face à la crise politique qu'on a eue l'année dernière lors de la dissolution. Ce mouvement donc s'est exprimé également par rapport au 10 septembre et donc je vais vous lire une partie de leur prise de parole. Je cite « Que l'on soit professionnel ou simple amateuriste de musique électronique, tout le monde est touché par les conséquences de ces coupures budgétaires. Dans nos milieux culturels, cela se traduit concrètement par la diminution de l'offre, festivals supprimés ou raccourcis, diminution du nombre de dates dans les salles de concerts et de spectacles, précarisation des professionnels, licenciements, non-renouvellement des emplois salariés, difficulté accrue de valider l'intermittence, hausse des tarifs pour le public, déjà fragilisé par un pouvoir d'achat en baisse. Hérité de la droite et de l'extrême droite, cette délégitimation de la culture dessine une société où la culture n'est plus un droit, mais un luxe, et dont la diversité de l'offre laisse place à un contenu lisse et homogène. Au-delà de nos milieux, les attaques à notre système de protection sociale fragilisent tout le reste de la société et affectent l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, sans mettre à contribution nos chers milliardaires bien entendu. Rejoignons ce mouvement populaire pour défendre un modèle de société basé sur la protection sociale, l'accès aux soins et qui garantisse une éducation de qualité et une culture diverse et plurielle. » Fin de citation. Il y a également plein d'artistes donc, qui appellent à rejoindre, plein d'assauts, de collectifs, de médias, de mouvements, de groupes. Juste merci à tous celles et ceux qui le font, je trouve que c'est trop important. Il y en a plein, j'ai aussi vu aujourd'hui l'association des traducteuristes de France qui soutient le 10, qui appelle à la mobilisation. Et d'ailleurs, au fait, si vous voyez des chansons sur le 10 septembre, sur Blocontou et tout, moi j'avoue que je suis partante pour les avoir, mais juste pas des musiques faites par IA, s'il vous plaît. J'ai vu plein de musiques faites par IA et désolée, je suis vraiment une boomeuse là-dessus, mais je resterai contre. Donc ça, c'était pour les appels des mouvements, syndicats, etc. principaux. N'hésitez donc pas à en rajouter à cette liste. Je voulais juste vous faire un petit point au niveau du droit de grève, parce que c'est pas évident à comprendre déjà de base, mais encore moins dans la culture, parce qu'on a des statuts, laisse tomber. Donc pour les salariés et les intermittents et intermittentes, la CNT Stux en fait c'est la CNT version culture, voilà, a fait un petit post explicatif, je vais vous le lire, ce sera plus simple, comme ça je dis pas de bêtises. Je cite: « L'ensemble des lieux culturels, même subventionnés ou conventionnés, sont régis par le droit privé et dans ce cadre-là, vous êtes couverts par les appels nationaux émis par les syndicats et vous avez juste à vous déclarer gréviste le jour J pour justifier votre absence. Pas besoin d'être syndiqué donc pour faire grève. Les employeurs n'ont pas à vous demander à l'avance si vous comptez faire grève ou non. S'ils le font, vous n'êtes pas obligé de répondre. L'employeur n'a pas le droit d'embaucher un ou une nouvelle intermittente ou intérimaire ou stagiaire pour remplacer un ou une gréviste. Vous êtes d'ailleurs en droit, sachez-le, de contacter l'inspection du travail si jamais il le fait. Je vous invite aussi à contacter les syndicats de votre entreprise parce qu'ils sont là aussi pour vous aider là-dessus. Vous avez le droit de faire grève le nombre d'heures que vous souhaitez dans la journée.
Pour les non-grévistes, si des postes clés en termes de sécurité du plateau sont en grève ou que le personnel n'est pas suffisant, vous pouvez exercer un droit de retrait. Et surtout, ne taffez pas plus vite ou 2 fois plus que d'habitude. Fin de citation. Mais dans la culture, on n'est pas que salariés ou intermittentes, il y a aussi des artistes auteuristes, il y a aussi des auto-entreprises. Donc c'est un joyeux chaos, n'est-ce pas? Donc si jamais c'est votre cas, comme le disent les syndicats d'artistes auteuristes, et du coup c'est pareil pour les auto-entreprises, ce n'est pas possible de faire officiellement grève sous ces statuts. D'ailleurs, c'est un droit qu'on devrait tenter d'acquérir. Il est par contre possible de ne pas travailler. Même là, vous pouvez demander à votre syndicat de l'aide si jamais vous rencontrez des difficultés autour de ça. Par contre, attention, il n'est pas évident pour les travailleurs et les travailleuses les plus précaires de refuser du travail. On sait que c'est déjà de plus en plus difficile de valider une intermittence. Et pour les indépendantes, c'est pareil, refuser de l'argent, ça peut nous mettre en plus en porte-à-faux face à un client. C'est pas évident du tout. On ne peut pas tous et toutes faire grève, donc on ne peut pas tous et toutes aller en manif. Et si jamais c'est le cas pour vous, ne vous en voulez pas non plus à tort et à travers, quoi. Vous pouvez aller travailler si vous n'avez pas le choix. Et vous pouvez utiliser ce jour spécial pour essayer de relayer au maximum des infos, partager les problématiques de votre secteur et de tous et toutes les travailleuses en général d'ailleurs, et apporter votre pierre d'une façon ou d'une autre à la lutte autrement. Aussi, je pense que les travailleuses de l'art les plus privilégiées, de par leur statut, leur capital personnel, leur position sociale, leur notoriété, se doivent de prendre la parole. Pour moi, c'est pas possible de fermer les yeux sur tout ce qui se passe en ce moment. Nos secteurs tiennent avec des bouts de ficelle, et ils finiront, ces gens privilégiés-là de la culture, par en pâtir aussi de toute façon à un moment donné. Donc autant nous y mettre tous et toutes, et que celles qui ont la possibilité de faire grève le fassent, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas accès à ce choix-là. Dernière chose importante concernant les luttes culture, je voulais vous parler vite fait des lieux culturels. Les lieux culturels peuvent et ont été d'ailleurs dans l'histoire des lieux de réunion de lutte, des lieux où se protéger. Je pense par exemple au théâtre, aux salles. Aujourd'hui, ces lieux ont peur d'accueillir des luttes parce qu'elles ont peur de perdre leurs subventions. Donc de moins en moins de lieux peuvent se permettre ça parce que c'est le cas, on a perdu pas mal de subventions à des endroits parce qu'on s'est positionné politiquement, par exemple pour la Palestine, non, je dis ça comme ça, bref. Les débats sont tendus donc entre les travailleuses de la culture parce qu'il y a celles et ceux qui veulent bloquer certains lieux culturels parce que d'après eux c'est essentiel, et celles et ceux qui pensent qu'on ne peut pas se le permettre parce que c'est des lieux qui sont trop précaires, qu'ils accueillent déjà de la résistance, qu'il y a plus important à bloquer vu que de toute façon on ne pourra pas tout bloquer, etc. Et les personnes aussi qui veulent bloquer, leur argument c'est vous appelez souvent aussi au boycott et au blocage de certains lieux de travail qui vont mettre en porte-à-faux certains travailleurs aussi du coup. Donc c'est pas très courageux de pas le faire aussi de votre côté. Enfin voilà, j'essaye de donner les points des deux côtés parce que je vais pas vous donner mon avis ici, je suis pas très sûre de moi, je trouve que tous les points sont très intéressants et importants à partager. Donc voilà, j'aimerais d'ailleurs inviter un ou une historienne pour discuter du fait qu'avant, les théâtres, ça pouvait être des lieux de réunion, etc., de résistance. Je trouve que c'est assez intéressant aussi, donc... mais je trouvais que c'était un point à dire et que je trouvais intéressant. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour les luttes culture. Évidemment, encore une fois, c'est loin d'être exhaustif. Il y a plein de gens qui appellent à plein de trucs. Il y a plein de choses qui se passent. C'était juste pour vous donner un peu une idée de tout ce qui peut se passer en ce moment. Je vous invite du coup à rajouter les choses que vous voyez autour de vous. Et je vous invite aussi à lutter en dehors de votre secteur. Parce que ce mouvement, c'est le parfait moment pour le faire. Je pense que c'est trop intéressant d'échanger avec les travailleuses d'autres secteurs, de soutenir leurs actions, d'être solidaires, de lutter tous ensemble, de s'apporter de la force. Nous, on peut apporter des actions un peu artistiques, coup de poing, j'en sais rien. Et elles, eux, peuvent apporter autre chose sur nos mouvements aussi. Moi, je trouve que les mouvements comme les retraites ou pour le 10 septembre, c'est le parfait moment d'apprendre des choses des autres, de créer solidarité avec les autres. Donc voilà, n'hésitons pas à ne pas rester entre travailleuses de la culture non plus tout le temps. On va passer donc à la troisième partie et on va parler de concret.
Comment rejoindre le mouvement du 10 septembre et se protéger ? La lutte, c'est le 10 septembre, mais c'est aussi toute l'année. Ce mouvement doit se pérenniser. Nos luttes sociales doivent être un des moteurs de la construction de notre avenir, de la construction de nouveaux imaginaires, de nouvelles façons de faire société. J'ai d'ailleurs récemment sorti un épisode sur toutes les façons dont on peut s'engager dans notre métier artistique. C'est l'épisode numéro 61 et là je vous donne un tas d'idées de comment on peut s'engager dans notre métier. Je vous donne un tas de références d'artistes, de collectifs, etc. Que je suis et que je respecte beaucoup pour leur engagement politique justement. Voilà, pour vous donner un peu des exemples et des idées de ce qui est possible de faire. Donc je vous invite à aller l'écouter. Et pour le 10 septembre, pour rejoindre le mouvement, vous pouvez rejoindre les groupes Telegram, suivre les AG ou aller directement sur des actions, etc. Sur des actions, des manifestations, etc. C'est pas très compliqué en soi. Mais avant de vous parler de tout ça, je voulais juste vous dire un petit mot pour ce 10 septembre. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux avoir hâte, être reboostées par cette rentrée, avoir envie que ça bouge et que ça change. Et ça me fait très plaisir à entendre et à voir. Mais je voulais aussi dire un petit mot doux pour celles et ceux pour qui c'est peut-être pas le cas. Parce que ça se trouve, vous êtes dans une période de vie compliquée. Peut-être que vous ne vous sentez pas au top physiquement, mentalement en ce moment. Peut-être que c'est une période particulièrement anxieuse ou instable pour vous, quelle que soit la raison. Du coup, je voulais juste vous dire courage, force. Vous avez le droit aussi de ne pas être hyper hypé par ce qui arrive. Moi, en ce moment, je suis pas au max. J'accueille donc ce mouvement avec hâte, parce que je me dis qu'un autre monde est vraiment possible et ça fait plaisir, mais aussi avec beaucoup d'appréhension. Ma vie est si peu stable en ce moment que j'ai pas l'énergie d'accueillir encore de l'instabilité, pour être honnête avec vous. Mais d'après moi, la stabilité qu'on essaye d'atteindre dans ce monde est factice. C'est un luxe de la pensée. Le monde est instable, les gens souffrent déjà dans leur chair, dans leur vie, tous les jours, à plein d'endroits du globe, les conséquences de la guerre, de la famine, du réchauffement climatique. Il n'y a qu'en changeant drastiquement les choses qu'on pourra retrouver une sérénité d'esprit pour tout le monde, un réel et sincère sentiment de stabilité et de pérennité pour tous. Par contre, vous avez le droit évidemment de vous sentir mal, de vous sentir anxieux ou anxieuse à l'idée de cette période à venir. Vous faites ce que vous pouvez, quand vous pouvez. Je vous invite très fort à avoir des moments de soins et de care pendant les périodes de lutte, mais aussi à tout moment de l'année. Envoyez des messages à vos proches qui ont décidé de se mettre à la lutte pour prendre soin d'eux, pour prendre de leurs nouvelles, pour leur offrir des espaces de discussion et de soins. Prenez régulièrement des nouvelles des gens autour de vous donc, et donnez-en de vous. Personnellement, je vous inviterai toujours à rejoindre les mouvements sur place, en IRL, à participer à des discussions, à des AG, à des réunions, des actions, des manifs, parce que je pense qu'on y gagne vraiment en termes de rapport humain. Je pense que ce lien est trop important. Bien sûr qu'on va y croiser des gens avec qui on n'est pas d'accord, des gens qui nous insupportent et malheureusement on va sûrement, et comme partout d'ailleurs dans la société, être trigger par certaines choses parfois. Mais je pense qu'au bout du compte, on y gagne quand même à essayer de faire collectif. Trouvez évidemment des groupes dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise avec les façons d'agir et de communiquer, mais je vous inviterai toujours à participer à cela en vrai, à ne pas rester isolé dans ce genre de période. Se retrouver, c'est aussi s'offrir des espaces de rire, c'est aussi se réconforter, accueillir la souffrance que crée ce monde et construire de plus belles choses ensemble. Pour les personnes qui ne peuvent pas être là en IRL, quelle que soit la raison, c'est aussi complètement ok et il y a plein d'autres façons d'apporter au mouvement, comme dit plusieurs fois dans cet épisode. Essayez juste de garder un lien au moins par message avec les gens, je pense que c'est important. Et c'est d'ailleurs le moment des petits points prévention, protégez-vous, n'est-ce pas, et protégez les autres. Donc comment faire pour se protéger en ces temps de lutte ? Déjà, je vais de même vous mettre des ressources en description de personnes qui sont beaucoup plus calées que moi sur ce sujet. Moi, je vais vous dire vraiment les bases des bases. Et je vais vous inviter du coup à aller lire ces articles, regarder ces vidéos pour pouvoir avoir un 10 septembre plus serein et en connaissant vos droits. Je pense que c'est très important de connaître ses droits. Donc déjà, premièrement, je vous conseille de vous protéger sur Internet et de protéger les autres. Faites attention aux mots, aux propos que vous partagez, surtout si votre compte est à votre nom sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens qui mettaient
oui, moi je vais aller bloquer tel endroit à telle heure samedi matin. Et vraiment, tu peux lire le nom et le prénom du gars. Voilà, faites pas ça. Apprenez, par exemple, pour vos messageries, à communiquer sur d'autres réseaux qui détiennent des messageries cryptées. On a encore la chance que ça existe et sûrement pas pour très longtemps, donc faites-le tout de suite. Je vous conseille par exemple Signal, moi c'est la seule que je connais, j'avoue, qui est complètement cryptée. Ça veut dire que si je ne dis pas de bêtises, Signal ne va pas lui enregistrer les messages sur sa base de données comme le font Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, etc. Signal va simplement enregistrer les messages sur votre téléphone, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous supprimez vos messages dans votre téléphone, il n'y aura plus jamais de traces, de preuves de ces messages-là. Sauf dans votre téléphone et le téléphone de la personne avec qui vous parlez, quoi. Pour protéger les autres personnes qui participent donc à ce mouvement, si jamais vous allez en manifestation avec votre téléphone, du coup, supprimez vos conversations concernant le mouvement, donc les groupes de travail pour les actions, les choses comme ça. Supprimez ces conversations avant l'action, avant la manif. Parce que si jamais vous vous faites arrêter et que vous n'avez pas supprimé la conversation, vous risquez de mettre en danger aussi les autres personnes qui ne se sont peut-être pas fait arrêter et qui vont avoir du coup leur identité révélée. Voilà, donc c'est pas ouf. Si vous participez à des groupes d'action ou n'importe quel groupe pendant les AG de vos mouvements, et souvent pendant les AG on va dire qui veut participer au groupe communication, qui veut participer au groupe action, etc. Si jamais vous participez donc à ces groupes, vérifiez par 2 fois les informations que vous avez le droit de partager ou non. N'hésitez pas à demander, à poser plus de questions qu'il n'en faut pour ne pas révéler des informations qui sont censées être secrètes. Il y a de nombreux points de blocage, par exemple, qui ont fuité sur Internet à cause de ça. Donc vous risquez encore une fois de mettre en danger tout le monde. Voilà, faites juste attention aux infos qui sont publiques et à celles qui ne le sont pas. Et quand on dit de ne pas partager des informations, c'est même pas le dire à ses potes. Voilà, c'est le garder pour soi. Si jamais vous participez aux manifestations et actions, je vous partage encore une fois en description articles, posts de Rébellion et d'autres qui vous expliqueront vos droits. Vraiment, connaissez vos droits. Je vous conseille, juste petit point logistique, de prendre du sérum physiologique, des masques, si vous pouvez des lunettes de piscine. Pour la bombe lacrymo, c'est important. Il y a des personnes aussi qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres en manif. Par exemple, les personnes qui ont des maladies respiratoires, avec la lacrymo par exemple. Faites attention à elles particulièrement. Ne courez jamais aussi, ça c'est un des points importants des manifs qu'on ne connaît pas toujours quand on vient pour la première fois. Il ne faut jamais courir sauf en cas d'extrême urgence parce que sinon vous pouvez créer un mouvement de foule et ça peut être très dangereux. Il y a des médics en manif aussi, vous verrez, parce que sûrement il y aura écrit médic sur leur tronche. Donc des médics, ils sont là pour vous aider si vous avez le moindre problème ou être témoin d'un problème donc de santé. Allez vers elles et eux. Prenez le moins de photographies possible, notamment des personnes du bloc ou autres. Vous risquez encore une fois de les mettre en danger judiciairement parlant. Pour les photos de foule, pour illustrer le mouvement, floutez les visages au maximum si jamais vous voulez partager ces photos sur internet. Venez toujours, et notamment pour des manifs non déclarés et des actions, avec un ou une binôme. C'est important d'avoir des personnes avec qui vous pouvez vous checker, qui pourra prévenir d'autres gens si jamais il vous arrive quelque chose. Et si jamais c'est pas possible, rapprochez-vous des orgas, échangez avec elles et eux, et elles peuvent aussi vous offrir un espace plus sécurisant. Et elles sont là pour ça. En cas d'arrestation, vous avez des droits. Pour faire grève, vous avez des droits. Je vous mets donc en description les fichiers ressources afin de vous informer là-dessus avant de vous rendre en manifestation. Sophie Wanish, j'espère que je dis bien son nom, directrice de recherche au CNRS et historienne spécialiste de la Révolution française, a fait une vidéo super sur Blast que je vous conseille et a dit, et c'est clairement pas la seule à le penser, hein, si je vous la cite, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, a dit que la répression pouvait être bien pire que celle qui a été mise en place pendant les Gilets jaunes qui battait déjà des records en France. Hein. Et je voulais juste vous faire un petit mot là-dessus aussi, c'est que je sais que s'engager, ça fait peur, et à raison. La répression est complètement démesurée en ce moment, et elle nous traverse dans notre chair. On n'a pas tous et toutes les mêmes capacités financières pour faire la grève, on n'a pas tous et toutes les mêmes capacités physiques et de santé mentale. C'est aussi pas la même chose si on a les papiers ou non d'aller en manif. On n'est aussi pas sur les mêmes niveaux de répression et de violence par rapport à notre couleur de peau ou pour d'autres raisons. Donc pour ces raisons et bien d'autres, je le redis une dernière fois,
on fait comme on peut. C'est vrai que la répression est dangereuse pour nous, qu'elle ne nous touche pas tous de la même façon et que le risque zéro n'existe pas, quel que soit votre moyen de lutte et votre implication. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'informe pour se protéger au maximum, faire les choses en conscience de nos droits et des dangers que chaque action représente. Par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus céder à la peur. Et croyez-moi, en tant qu'anxieuse de première, je sais de quoi je parle. Ne nous empêchons pas de tout, c'est ça que je voulais vous dire. Ne nous forçons pas non plus de façon maladive à lutter de façon dans des endroits où on ne se sent pas à l'aise, hein, bien sûr. Mais avançons dans ce monde quand même. Trouvons la façon de lutter et de participer à la lutte qui nous convient et faisons-le. Rappelons-nous qu'il nous reste quelques précieux droits encore en France, qu'on a la chance de pouvoir quand même lutter et qu'il faut aujourd'hui l'embrasser pour changer les choses durablement. Le but, c'est qu'on se rende collectivement compte que c'est entre nos mains, à tous, que le pouvoir existe entre les mains des travailleuses et du peuple. Que ce pouvoir doit être au maximum décentralisé, que ce pouvoir doit être utilisé pour le bien commun. On apprend, via ce genre de période politique aussi, à travailler ensemble, main dans la main, à imaginer d'autres façons de faire, que l'on peut imaginer ensemble de nouvelles façons de faire vivre notre secteur, de faire vivre nos lieux, de cultiver nos champs, d'éduquer nos enfants, de soigner nos malades, de loger les gens, de construire la ville, d'imaginer les espaces, d'informer de façon indépendante, d'avoir une vie plus douce et dans le respect des humains et du vivant. Faisons que ce mouvement soit du long terme, faisons que ce mouvement soit du long terme, faisons que ces nouvelles imaginations deviennent réalité. Voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain, alors courage à vous, force, plein de bonnes choses pour la lutte. Et si jamais, rappelez aux gens de checker si elles sont bien inscrites sur les listes électorales, on en aura peut-être besoin. Protégez-vous, faites collectif, allez en manif et voilà, plein de force. C'est la fin de cet épisode autour du 10 septembre. Alors, c'était pas évident à enregistrer, je vous avoue, parce qu'il y a tellement de choses à dire et voilà. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est bien. Si on peut pas résumer ce mouvement en 1 heure, c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on a de la ressource, quoi. On a des choses à dire. Il y a de la richesse dans ce mouvement qui est génial. Donc moi, je soutiens avec la lame podcast le 10 septembre à ma petite échelle. Mais voilà, je pense que ça peut être aussi un moment d'histoire très intéressant qui, je l'espère, va aboutir à des choses et à des choses qui vont nous faire du bien parce qu'on en a besoin en ce moment. J'espère que vous passez un bon 10 septembre. Là, ça sort le 10 septembre. Je pense que vous m'écouterez pas tous le 10 septembre, évidemment, mais j'espère que vous passez une bonne semaine. J'espère que ça va. Je vous souhaite plein de force, encore une fois. Et puis voilà, que dire de plus? On verra bien ce qui se passe demain. Aujourd'hui pour vous. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec une super invitée. Et je vous retrouve, je pense, bientôt au micro de ce podcast pour parler du 10 septembre ensemble, une nouvelle fois, et un peu faire la conclusion de ce qui s'est passé autour de ce mois-là. Belle journée à vous, merci pour tout, et à très bientôt!